Alors bonjour tout le monde, vous êtes aux belles rencontres de Marie-Le Brousseau. C'est un prolongement finalement de mon émission Au cœur de l'être. Et aujourd'hui, j'ai un bel invité. On se connaît depuis un bon bout de temps. Il s'agit de Thierry Johnson et c'est toujours, Thierry, un grand bonheur de te revoir, même si là, on est quand même à une bonne distance, c'est-à-dire que toi, tu es à Bruxelles, moi dans la Naudière, quelque part au Québec. Comment vas-tu? Moi, je vais bien, ça va. Je suis un peu fatigué, mais je vais bien. Bon, parfait. Écoute, Thierry, j'ai envie de te dire que euh, je me souviens encore de notre toute première rencontre, et ça, on parle de l'année 2006. Et bon, évidemment, mis à part, oui, ça fait longtemps, mis à part la super conversation qu'on a eue par la suite, j'ai été excessivement touchée par ta voix. J'avais Ah bon? l'impression d'être en présence d'une personne qui avait vraiment réussi à trouver une grande paix intérieure et que je sais chèrement gagner. Alors, justement, au bénéfice des personnes qui nous regardent, qui te regardent finalement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce cheminement-là qui est vraiment peu commun et qui t'a vraiment mené d'abord à la chirurgie, puis dans le temps à quitter ce métier-là auquel quand même ça avait étudié de longues années. Ah oui, mais je vais essayer de faire court, hein, parce que c'est une longue histoire. J'ai 58 ans maintenant. Donc, en fait, si tu veux, si je regarde avec un peu de recul, je me rends compte que c'est l'histoire d'un enfant mystique qui a quitté ses intuitions pour y revenir à l'âge adulte. J'ai fait un grand détour pour revenir à cet état d'enfant mais qui était, je pense, très sage, très connecté à la réalité, mais avec de belles inspirations, avec une forme de justesse aussi, et que j'ai perdu au cours de ce chemin parce que mes peurs, mes conditionnements et toutes sortes d'interférences ont fait que voilà, je me suis parfois un peu égaré. Ceci dit, je ne regrette pas le chemin parce qu'il a été riche d'enseignements et j'ai l'impression que maintenant, en conscience, je suis revenu dans cet état beaucoup plus enfantin, beaucoup plus pur aussi quelque part. Euh, alors bon, effectivement, dès l'âge de 5 ans, ce petit enfant mystique que j'étais a eu une passion pour l'Égypte ancienne, mais c'était très fort, c'est encore très fort. Au point qu'à l'époque, je voulais devenir égyptologue et que je suivais des cours avec des adultes, tellement c'était important pour moi. Mais c'était aussi une forme de refuge, parce que comme enfant mystique, je ne me sentais pas très compris par les autres, je me sentais un peu presque rejeté, ou moi en tout cas, je me mettais à l'écart, et je me réfugiais dans cette Égypte ancienne quelque part aussi. En attendant, euh, presque à la même époque, ma mère avait été opérée et elle m'avait montré le chirurgien qui l'avait opérée lorsque j'avais dû lui rendre visite à l'hôpital. Et j'ai dit, moi, je vais faire ça, je vais devenir chirurgien. Alors peut-être un psychanalyste dirait parce qu'il a voulu sauver sa maman, peu importe. Toujours est-il que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai hésité entre deviendrai-je égyptologue ou deviendrai-je chirurgien. Et finalement, à 18 ans, j'ai choisi la chirurgie parce que c'était quelque chose de tourné vers les autres et je sentais que j'avais besoin d'aller vers les autres. J'avais vécu assez retiré, assez en retrait jusqu'alors et j'avais besoin aussi de toucher le corps, de sentir le corps, moi qui avais eu tant de mal à m'y incarner. Et donc, j'ai commencé mes études de médecine, non pas pour la médecine, mais pour devenir chirurgien. Ce qui veut dire que j'ai fourni énormément d'efforts parce que je voulais absolument être sûr d'être sélectionné dans le nombre de ceux qui pourraient faire ce parcours. Ce qui a été le cas, mais j'ai sacrifié toute ma jeunesse quelque part à étudier, à faire de la recherche, etc. Et je suis devenu chirurgien, j'ai travaillé dans une université parce que très jeune, j'avais appris, puisque je ne pouvais pas jouer au football avec les autres enfants, etc., j'avais un corps un peu déformé, et puis j'étais très sensible, ce qui faisait que, comme je me tenais à l'écart, ben, je ne participais pas à ces activités-là. Et pour quand même exister, ben, je transmettais ce qui me passionnait, à savoir l'histoire de la civilisation des pharaons. Mm. Et donc, j'ai appris à parler aux autres d'une façon assez claire, intelligible, je crois. Et j'ai toujours eu le besoin de transmettre
Donc, lorsque j'ai commencé mes études de médecine et puis de chirurgie, l'idée était clairement de transmettre, d'enseigner, de devenir professeur de chirurgie. Donc, j'ai encore donné plus d'efforts. Et quand je suis arrivé à mes fins, quelque part, eh bien, j'ai arrêté. J'avais 37 ans et donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Et le matin où j'ai pris mes fonctions pour diriger un service hospitalier à l'université, euh, je promets qu'en allant travailler, je ne savais pas que j'arrêterais. Mais arrivé sur le lieu de mon travail, c'était une évidence, je ne pouvais plus rester là. Ça m'a pris comme ça, j'ai entendu une voix, ma voix, qui m'a dit « si tu restes ici, tu vas mourir ». Donc je suis parti, j'ai écrit une lettre de démission et à partir de ce moment-là, j'ai reconnecté ce jeune homme, puis cet enfant à l'intérieur de moi. Je me suis repassionné pour l'Égypte, pour tout ce qui tournait autour de l'Égypte et qui finalement parlait de spiritualité. Et sans m'en rendre compte, le chemin m'a emmené à explorer beaucoup de pratiques dites alternatives, qui travaillaient sur l'énergie, qui travaillaient sur des médecines plus naturelles, et ce qui m'a amené à écrire plusieurs années plus tard La solution intérieure, qui était un livre qui parlait de tout ça. Et finalement, je me rends compte que je suis revenu à qui j'étais très jeune, tout était là, et aujourd'hui ça peut éclore et ça me rend vraiment joyeux. Donc il y a une forme de joie aujourd'hui, enfin plus qu'une forme de joie, il y a une joie de sentir que je suis exactement là où je dois être. Mais je trouve ça intéressant, Thierry, parce que on se rend compte que c'était pas un coup de tête, c'était fondamentalement peut-être en quelque part un geste de survie, mais Oui, plutôt encore plus un appel de l'âme et on peut y obéir ou pas. Alors probablement que dans chacune de nos vies, il y a de ces appels-là et on peut passer outre. Mais toi, c'est quand même assez intéressant. Tu j'ai as beaucoup de gratitude pour cela, gratitude parce que je me rends compte que tout le monde n'a pas cet instinct et ces ressources-là, parce que répondre à l'appel, c'est une chose, mais après, il faut encore pouvoir assumer le choix que l'on a fait, parce qu'il s'agit d'un choix. Et je fais clairement la différence entre la décision, où on se pose 20 000 questions en se demandant je le fais pas, il y a des pour, il y a des contre, et puis il y a des choix qui s'imposent à nous parce que ça vient de beaucoup plus profond, c'est pas le mental qui soupèse les arguments, c'est l'âme, comme tu dis, c'est l'essence de l'être qui appelle, c'est la vie qui appelle en nous. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu cette capacité plusieurs fois dans ma vie, mais là, ça a été très fort, de répondre à cet appel et de ne pas avoir peur. ah ben Il y a voilà la une question. forme de confiance, si tu veux, une forme de foi. J'ai une forme de foi, non pas en une divinité particulière, mais dans la vie et en moi quelque part aussi, en la vie qui est en moi. Mais c'est ça, c'est justement la question que je me posais. Bon, je te l'ai posée souvent, mais quand on quitte le monde médical, Thierry, puis on se retrouve du jour au lendemain sans aucune perspective ou vision d'avenir, et tu viens de me dire qu'il n'y a pas eu de peur, il y a pas eu même pas un moment de panique, un questionnement sur le geste spontané qui a été posé. Rien. Et je te promets, Marilou, je ne suis pas partie pour autre chose. C'est-à-dire que je partais parce que je ne pouvais plus ça. Et c'était même pas que je ne voulais plus ça, c'est que je ne pouvais plus. Je m'étais mis, c'était ma névrose, hein, c'était ma personnalité avec toutes ces peurs et ces défenses, et qui s'était mis dans une situation où je poussais, je voulais gravir les échelons de la hiérarchie universitaire. J'étais vraiment dans l'ego, quelque part, avec son mauvais côté. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen. Tu as dit, c'est de la survie. Moi, j'ai sauvé ma vie. Et on m'a dit, quel courage. Je dis, non, c'est pas du courage, c'est juste du bon sens. J'ai écouté cette voix de bon sens. Après, il a fallu une forme de courage pour assumer les conséquences, parce qu'il y a eu des conséquences. Jusqu'alors, j'avais toujours travaillé comme salarié dans les hôpitaux universitaires. Je n'avais pas de fortune personnelle, je n'avais que mon salaire et je n'avais pas eu le temps de faire des économies. Donc, je me suis retrouvé vraiment dans une difficulté financière, entre guillemets, et en même temps, je me suis dit, non, c'est pas grave, je trouverai un moyen de régler ce problème-là. Et c'est ce qui s'est produit, parce que quelques semaines plus tard, alors que je commençais à sentir l'angoisse qui arrivait, parce qu'effectivement, les factures s'accumulaient dans la boîte aux lettres et moi, je
n'avait plus de rentrée d'argent. Et une amie m'a parlé de son déménagement de Bruxelles à Paris parce qu'elle travaillait pour un couturier italien qui s'appelle Giorgio Armani. Et elle m'annonce qu'ils n'avaient pas de directeur pour leur marque Emporio Armani sur la France. Et je ne sais pas pourquoi. Avec le recul, je peux apporter quelques explications, mais au moment où elle me dit ça, je dis moi je vais faire ça. Mm. Et c'était une évidence à tel point qu'avant même d'avoir une réponse à la lettre que j'ai envoyée une candidature spontanée en disant vous allez me prendre pour un fou, mais je sens que je suis la bonne personne. En fait, je disais déjà aux autres que j'avais ce poste. J'en étais certain. Et je l'ai eu. C'est une folie. Mais en même temps, ça m'a appris tellement. Parce que quand ils m'ont mis dans une forme d'écolage, avant de devenir directeur, parce que j'ai vraiment été directeur, mais avant, ils m'ont mis comme vendeur. Et puis, j'ai été au bureau de marketing, au stylisme, etc. En quelques semaines, pour m'imprégner de ce métier de la mode, qui ne m'intéressait pas. Parce que moi, j'avais vécu à l'hôpital, je vivais en pyjama vert, la mode ne m'intéressait pas vraiment. Même si j'ai une esthétique qui pourrait me faire trouver beau, mais voilà, me faire trouver des choses belles. Mais en attendant, je me suis retrouvé un jour dans cette fonction de vendeur, dans mon écolage. C'était à Londres, parce qu'il m'avait envoyé à Londres, et je mettais des épingles pour créer un ourlet pour que le pantalon tombe bien, parce qu'il fallait que je vende. Et, et tout d'un coup, je me suis vu en train de faire ça et je me dis, mais il y a 2 mois ou 3 mois, tu utilisais des aiguilles pour recoudre la peau des gens après les avoir opérés. Et je m'entends me dire, il n'y a pas de sous-métier, Thierry. Tu es dans ta dignité, tu fais ce que tu penses pouvoir faire pour gagner ta vie et sois fier. Et ça m'a donné une force de ne plus m'identifier à ce que je faisais, mais de me rendre compte que je pouvais faire plusieurs choses. Alors, bon, ce métier dans la mode n'était pas pour moi. Et après 9-10 mois d'activité, on s'est séparés. Mais en même temps, moi, ça m'a complètement donné de la liberté. Et aujourd'hui, même si j'écris des livres, que j'ai créé une école, que j'ai parfois une activité de thérapeute, etc., je ne suis pas identifié à ça. Je suis Thierry qui fait des choses, mais ce qui compte, c'est que je sois vraiment là avec tout mon cœur, tout mon être dans ce que je fais. Hmm. Thierry, c'est beau. Et je me disais, quand je pensais à toi hier, je me disais, bon, il aurait pu être un plombier, il aurait pu être un globe-trotter, un mécanicien. Tu as choisi la mode, mais comment on sort de la mode et s'en aller dans un champ d'études qui est à l'opposé finalement, bon, entre guillemets, d'apparence à la médecine traditionnelle? Parce que tu en as fait énormément des formations, l'hypnose, la Ah gestalt-thérapie. oui, Tu sais, oui. tu as vraiment Mais voyagé. je te promets, Marie-Lou, que je n'ai rien décidé. Et ça a été l'enseignement de cette expérience de vie, à savoir que jusqu'au moment où j'ai quitté l'hôpital, jusqu'au moment où j'ai arrêté le métier de chirurgien, je décidais tout dans ma vie. Je voulais quelque chose, je faisais des efforts et je finissais par l'obtenir. Et quand j'ai quitté cette fonction, cette activité de chirurgien, je n'ai pas décidé, j'ai senti, j'ai lâché. Et j'ai d'ailleurs une petite théorie à ce sujet, c'est que je crois que quand on lâche des choses très fortes, que par peur on pourrait vouloir garder et s'accrocher à elles, quand on les lâche, quand on a cette sagesse quelque part de les lâcher, l'énergie qui est libérée résonne avec le monde et du coup, plein de choses viennent à toi, résonnent avec toi, des rencontres, tu reconnais les bonnes personnes te reconnaissent. Et il y a quelque chose qui se réorganise parce que la vie a horreur du vide et alors, elle demande que de la vie et donc quelque chose se remet en place. Et c'est ce qui s'est produit avec, par exemple, cette expérience dans la mode. Mais si tu veux, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut faire confiance. Plutôt que de vouloir tout diriger, il vaut mieux avoir une vision à l'horizon et se dire que la vie va conspirer avec nous pour que cette vision puisse se réaliser, mais pas par la volonté, par une intention claire et des actes qui sont posés en fonction de cette intention. Par exemple, je voulais avoir ce job chez Armani à Paris,
j'avais une intention claire et j'ai envoyé ma lettre. Hein, il ne s'agit pas juste d'attendre. Mais une fois que j'ai envoyé ma lettre, j'étais sûr que je l'aurais. Et ce n'était pas de l'ordre de cette certitude, je vais l'avoir parce que je le veux, c'est je vais l'avoir parce que c'est juste, c'est ce que je dois avoir maintenant. Et alors on me dit, mais comment tu fais la différence pour comprendre ou sentir ça? Et précisément, c'est sentir. Et c'est un truc dans mon ventre qui me dit, ça c'est juste, vas-y, fais-le, fais confiance, et la foi, hein, et la vie va s'arranger. Mais n'attends pas que ça prenne un chemin bien particulier, parce que parfois le chemin, il emprunte des voies qui ne sont pas celles qu'on attendait, mais elles nous emmènent là où on doit aller. Pas toujours exactement là où on avait cru qu'on devait aller, mais si on fait suffisamment confiance, on se retrouve au bon endroit. C'est-à-dire, je crois qu'au plus on fait ça, au plus on se retrouve à cet endroit-là, c'est-à-dire dans l'essence de notre être, et du coup, on est en adéquation avec l'âme, avec le projet de l'âme, qui n'est pas le projet de la personnalité. Tu as écrit de nombreux livres, Thierry, entre autres La solution intérieure, c'est ce qui nous a d'ailleurs mis en contact. La maladie a-t-elle un sens? Confidence d'un homme en quête de cohérence. C'est un livre témoignage qui est extraordinaire, qui justement nous permet d'aller à la rencontre de ton histoire. Et tu as aussi écrit écouter le silence à l'intérieur. Et j'aimerais ça qu'on parle du silence. C'est sûr qu'on pourrait rester en silence. Ce serait peut-être la meilleure façon d'en parler, mais je pense que, bon, on va avancer un petit peu plus au niveau de la parole. Et ce qui est intéressant dans le titre de ton livre, c'est écouter le silence à l'intérieur et non pas écouter le silence intérieur. C'est une fine nuance, puis j'ai envie que tu nous en parles. Oui, euh, mais si tu veux, j'ai écrit ce livre, c'est le dernier livre que j'ai écrit. Enfin là, je suis en train d'en écrire un qui paraîtra cet automne. Mais j'ai écrit ce livre et j'avais écrit Confidence d'un homme en quête de cohérence, dont tu as parlé, qui était un livre que j'ai écrit l'année de mes 50 ans, parce que j'avais, je crois, besoin de clôturer quelque chose, d'avoir une forme de recul sur ce qui s'était produit. Et c'était un livre très personnel, qui n'était pas comme les autres ouvrages, des essais avec plein de documentation, c'était un témoignage sur cette cohérence et cet alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et je l'avais écrit parce que j'étais tombé paralysé suite à une incohérence, ou plutôt une cohérence, mais un alignement par rapport à mon ego qui avait besoin de se rassurer et qui, pour se rassurer, en avait fait trop et j'en étais tombé dans l'épuisement jusqu'à cette paralysie. Et donc je me suis dit, mais finalement la cohérence c'est un outil de vie qui aligne les énergies entre ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est fait, mais on doit faire attention au service de quoi on met sa cohérence. Et si on le met au niveau de cet ego névrosé, ben on risque d'avoir beaucoup de complications et souffrances, alors que si on le met au service de ce qui est apaisé en nous, l'essence de l'être, l'âme, alors il y a quelque chose de magique, je crois, qui se produit dans l'existence. Et quand j'ai fini d'écrire ce livre, c'était en 2012, j'ai eu comme ça un grand vide. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne voulais plus la vie que je menais, qui était une vie faite d'énormément de voyages, de conférences à gauche, à droite, et ça m'épuisait. Et je me suis senti d'ouvrir un endroit, une école, où je pouvais transmettre, mais c'était plus moi qui devais tout le temps bouger. J'avais besoin de cet ancrage à ce moment-là dans ma vie. Et comme je ne me sentais pas vraiment légitime pour porter ce projet, qui était clairement un projet spirituel, que je voulais intituler l'école de la présence thérapeutique, qui au départ devait s'adresser à des personnes plutôt de la relation d'aide et de soins, des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, mais aussi toutes sortes de soignants de pratiques alternatives ou complémentaires. Et je sentais bien que ça allait être un chemin spirituel que je proposerais dans l'école, mais je ne me sentais pas légitime. Donc, et puis je n'étais pas sûr que j'avais l'espace intérieur pour accueillir tout ça. Et donc, je suis parti dans une forme de retraite qui était censée durer 6 mois et qui a duré 3 ans. Et cette retraite a été très douloureuse. Euh, je pensais que j'étais arrivé quelque part et je suis retombé à zéro. Il a fallu tout traverser. J'ai vu les monstres dans le désert et les monstres intérieurs, mes peurs.
Et je voulais écrire un livre qui parlait d'une expérience que j'avais faite quelques mois auparavant, qui était l'expérience du silence. Où un jour, j'étais dans mon bureau, il y avait beaucoup de bruit dans la rue, il y avait un marteau-piqueur, et je devais me concentrer sur un travail. Et pour pouvoir me concentrer, et comme j'avais l'attention happée par les bruits de la rue, je me suis mis à méditer. Je médite depuis très 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 longtemps, et pratiquement depuis mon adolescence. Et du coup, en apaisant la pensée, en apaisant le mental, hein, qu'on a tendance parfois à appeler l'esprit, mais ça s'appelle le mental, le mind, en apaisant ça, tout d'un coup, il s'est produit quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, à savoir que j'ai entendu ce qu'il y avait au-delà de l'activité du mind, au-delà de l'activité du mental, au-delà des sensations, des émotions et des pensées. J'ai entendu ce qu'il y avait tout au fond. Et ça, c'est le silence. Et dans un éclair, je me suis rendu compte que le silence n'était pas l'absence de bruit, c'était l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Que le silence, on ne peut pas le créer parce qu'il est là de toute éternité. Et c'était pour moi une révélation. J'étais vraiment... Et du coup, je n'ai jamais, à partir de là, perdu cette connexion avec ce silence. Je me suis rendu compte que j'y étais déjà dans mon enfance, qu'il est au fond de chacun de nous. Et que l'enfant contemplatif que j'avais été, mystique, il était relié à ce silence. Il l'écoutait. Au moment où je te parle, Marie-Lou, je l'entends, ce silence. Et je me rends compte que c'est cet espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. C'est la source, c'est le niveau ultime de la réalité, c'est la conscience qui regarde le monde. Et donc je voulais écrire un livre qui parlait de tout ça et je n'y arrivais pas parce que je voulais le sortir avec ma tête et ça devait sortir du cœur. Ça a pris 3 ans de lâcher tout ça. Et quand je suis sorti de la retraite, j'ai créé l'école de la présence thérapeutique qui maintenant existe depuis 6 ans et surtout, j'ai finalement pu écrire ce livre, écouter le silence à l'intérieur, mais cette fois-ci, de nouveau sur le ton d'un témoignage, euh, pour simplement dire, regardez, on est sur le même chemin, et voilà peut-être certaines choses qu'on ne regarde pas assez, qu'on n'écoute pas assez, c'est ce silence, et que c'est pour moi la voie la plus rapide, la plus directe pour connaître ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, il ne faut pas en faire une montagne, c'est simplement l'éveil de la conscience en nous. Et je dis bien la conscience, et pas ma conscience ou ta conscience, Marie-Lou, c'est la conscience, c'est la même chez tout le monde. Elle est non personnelle, c'est cette capacité d'être au monde, d'accueillir le monde tel qu'il est. C'est cette capacité d'aimer sans condition. Cette conscience qui est pur silence, qui est pure paix, qui est pur amour, elle est au fond de chacun de nous. Certains peuvent l'appeler Dieu s'ils veulent. Moi, je ne mets pas de nom personnel sur quelque chose qui parle de l'impersonnel et de l'universel. Et donc ce silence, il est là maintenant. Et ça, c'est pour moi la source vive, c'est la source de vie, c'est l'espace créateur aussi. Et du coup, je connais ce sentiment que j'appelle la joie, qui naît de cette connexion à la vie. Je crois vraiment la joie est le signe en nous que nous sommes connectés à la vie. Le silence, Thierry Johnson, tu le joins, tu l'unis à la conscience. Et pour moi, la conscience, c'est surtout, elle se vit surtout dans le monde phénoménal, alors dans le monde perceptuel. Comment on Mhm. peut arriver à être juste en présence? Parce que je sais que moi-même, pour avoir souvent essayé, c'est peut-être pas la bonne chose, de méditer, de juste être en présence, être dans cette conscience qui n'est pas du mode perceptuel. Évidemment, il y a le vagabondage mental qui interfère, et tu parlais des marteaux-piqueurs tout à l'heure, et tout est là. Bon, évidemment, avec le temps, j'ai réussi à retrouver un espace à l'intérieur de moi où je peux être dans ce silence. Le silence est peut-être pour moi le mot le plus magique sur la planète. Mais je pense aussi à des gens que je connais très bien qui ont des grandes difficultés à être dans cette présence
à ce qui est et non pas à ce qu'on voudrait qu'il soit. Comment toi, Thierry, parce que toi, tu dis que tu fais ça depuis très, très jeune. Il y en a qui ont peut-être 30, 40, 50, 60, peut-être 100 ans qui nous écoutent et qui ont envie de retrouver le même chemin que toi, tu as réussi à ouvrir dans ta propre vie. Et la porte de ce chemin, Marie-Lou, c'est le cœur. Euh, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas simplement dire, voilà, j'aime tout le monde, j'ai de bonnes pensées. Ouvrir le cœur, c'est un acte physique, énergétique. C'est un acte de conscience, c'est un acte tantrique. Le tantra, c'est cette tradition millénaire qui a donné naissance au yoga, puis le qigong, il y a toutes ces pratiques corporelles de l'Orient qui fait que peut-être les voies spirituelles de l'Orient sont restées beaucoup plus incarnées dans le corps que les voies spirituelles de l'Occident, qui sont devenues très intellectuelles. Mais le tantra, c'est vraiment la conscience de l'énergie de la conscience. Et il y a des pratiques contemplatives et puis des pratiques physiques. Je faisais référence au yoga et puis ça donnait Qigong et autres travaux du corps. Mais cet ensemble de pratiques permet justement l'éveil de la conscience sur la dimension subtile du réel qui est l'énergie, hein, et qui va se manifester à travers différents canaux. Et puis, cette énergie de la conscience, parce que cette conscience est créatrice. Et donc, spontanément, vraiment spontanément, il m'est venu pendant cette fameuse retraite qui a duré 3 ans, il m'est venu à certains moments où j'étais très très mal, parce que vraiment, il y a eu des moments de crise, même une espèce de tentative d'autodestruction, euh, parce que je ne voulais pas lâcher. L'ego ne voulait pas lâcher. Et pourtant, je voyais, je savais ce qu'il fallait faire, mais c'était plus fort. C'était comme un vieux conditionnement, sans doute inscrit dans mon cerveau reptilien, un vieux réflexe de survie que je ne pouvais pas lâcher. Je voulais passer en force de nouveau avec ma volonté. Et de nouveau, j'ai éprouvé énormément de gratitude parce que malgré ces moments de mal-être profond, il y avait toujours ce noyau que j'avais contacté dans l'expérience du marteau-piqueur, ce noyau silencieux qui regardait tout ça. Et je me suis rendu compte que ça passait par la détente profonde, en particulier de la poitrine, l'ouverture de ce qu'on peut appeler le chakra du cœur. Et depuis, quand je médite, et je ne médite plus vraiment de façon très formelle, même si de temps en temps je peux l'enseigner comme ça et encourager les gens à s'entraîner un petit peu, ne fût-ce que pour entraîner le cerveau à s'apaiser. Mais aujourd'hui, dans ma vie, j'essaye d'avoir cette poitrine ouverte, cette détente intérieure, cet espace d'accueil. Et plus le cœur est ouvert, plus la conscience s'éveille. Les bouddhistes ont un concept pour parler de ça, ils parlent de la bodhicitta, le cœur éveillé. Et plus le cœur va être ouvert, moins on va être dans le jugement. Moins le mental va commenter ce qui est devant nous. On va juste être dans la constatation, dans l'accueil inconditionnel de ce qui est, donc dans l'amour inconditionnel. C'est l'énergie du cœur. Et du coup, quand on pratique ça physiquement, tantriquement, il y a quelque chose qui change en nous. Et régulièrement, quand on sent que ça se serre et qu'on est reparti dans notre tête avec tous ces jugements, ces a priori et ces commentaires, il y a un appel et on ouvre ce cœur. Tu vois? Et aujourd'hui, de nouveau, je te disais en commençant que la chirurgie, ça m'avait sans doute attiré parce que c'était aussi le corps que j'avais besoin de sentir, moi qui avais été si déconnecté du corps dans mon enfance. Mais je prône vraiment les pratiques contemplatives qui passent par le corps. Cette présence au corps, ce corps qui s'ouvre, qui se détend, qui dit oui à la vie. Et qui laisse la vie passer, qui sent cette vie, qui ce souffle, ce spiritus. C'est beau. Écoute, quand je t'écoute avec le cœur ouvert et je pense en même temps à cette pandémie qui occupe la planète en ce moment de manière assez dramatique à plusieurs égards. Et je vois, oui, j'ai vu, mais là évidemment on est en période de déconfinement, mais j'ai vu l'affolement
que ce soit un affolement social, que ce soit un affolement personnel. Et on l'a vu sur les réseaux, on l'a vu dans les nouvelles et tout ça. Et je me demande, qu'est-ce qui fait que l'être humain n'a pas ces assises-là fondamentales déjà? C'est-à-dire que je pense qu'il les a, mais pourquoi il ne les voit pas, je dirais davantage. Tu sais, Marie-Lou, c'est cet épisode sanitaire qu'on va appeler la pandémie Covid-19, pour moi, c'était quand même une grande leçon, à titre personnel, une grande leçon d'humilité, parce que malgré toute cette conscience, ces pratiques, voilà, cet état d'être au monde et la jolie histoire que je viens de te raconter, malgré tout ça, je me suis surpris, je me suis vu, la conscience en moi a vu ça, à quel point je pouvais avoir des conditionnements, comme je le disais, sans doute très inscrits profondément dans le cerveau, au niveau du cerveau reptilien, ce cerveau qui est le cerveau de la survie. Et on appuie sur un bouton, on stimule une de nos peurs existentielles et tout de suite le mécanisme de survie se met en route et ce mécanisme de survie est névrotique. Et qu'est-ce que la névrose? C'est un mécanisme qui se met en route pour, soi-disant, nous permettre d'échapper à ce qui nous fait peur et qui recrée exactement ce qui nous faisait peur. Et j'en suis, moi, arrivé à voir que la névrose, c'est vraiment ce que la vie met en place pour nous obliger à dépasser cette croyance que le monde est duel, qu'il y a moi et l'autre, et que donc il y a danger, et qu'il y a danger de destruction, et pour rentrer dans la vie de l'unité, de se rendre compte que moi et l'autre, nous sommes qu'une chose, et que dans cette unité, il y a l'éternité, et donc il n'y a plus la peur de disparaître. Et ce sont deux mondes en nous. Il y a le monde du mental, qui lui, eh bien, pour pouvoir parler de nous, parler de lui, il crée cette entité qu'on appelle le moi, ce moi qui se croit séparé, différent des autres, et qui l'est d'une certaine manière, mais qui en même temps est une fiction, parce que ce moi, il change tout le temps. Nos émotions, nos sensations, nos pensées, ça change tout le temps. Et le moi est totalement identifié à ça. Et dans cette croyance que le monde est duel, il vit la peur, non seulement la peur d'être séparé des autres, donc il a besoin, et je crois que c'est l'âme qui donne cet élan de revenir à l'unité, donc c'est l'amour. Mais malheureusement, la personnalité, le moi comprend l'amour sous forme d'un attachement, d'une volonté de posséder, d'une volonté de dominer. Et donc c'est toute la névrose qui se met en route, parce qu'il y a la peur. Il n'y a plus la foi, il n'y a plus la confiance, il n'y a plus le sentiment de l'unité, de l'éternité. Et il y a cet autre monde tout profond, non pas le moi, mais on pourrait l'appeler le soi, le divin en nous, la pure conscience, qui est silence, paix, amour, mais c'est ce noyau de l'être qui n'est pas dans cette peur, qui sait, qui sent, qui est éternel, qui est toujours là, qui sera toujours là. Le silence a toujours été là, il sera toujours là, mais qui n'est pas personnel. Il ne peut plus être identifié à une petite personne, à un petit moi. Et l'éveil mystique, l'éveil spirituel, c'est de reconnecter ça. Et progressivement, parce que ce n'est pas parce qu'on a connu des éveils qu'on est réveillé pour toujours. Hein. Et donc, j'aime beaucoup le livre de Jack Canfield, Après l'extase, la lessive, parce qu'il y a des moments où on régresse, parce qu'on perd cette confiance, on perd cette connexion au soi, avec le grand S. Et alors, on retombe dans la personnalité. Et dans cette crise du Covid-19, je me suis vu retomber dans les conditionnements de survie de ma personnalité. C'était effrayant. Alors évidemment, le fait de le voir te redonne une forme de liberté pour dire non, j'y vais pas, je connais la chanson, je sais que je vais retomber dans les mêmes pièges, que je vais m'énerver, que je vais me disputer, que je vais vouloir en découdre, que je vais être agressif, parce qu'il y a eu plein de raisons, évidemment, d'avoir peur. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup peur pour ma santé, parce que ce virus, entre toi et moi, c'est quand même pas non plus le plus dangereux des virus. Et bien sûr qu'il peut tuer, mais il tue des gens très âgés. Et puis aussi, on s'est rendu compte que les réanimations n'étaient pas optimales parce qu'on ne comprenait pas très bien sur quoi jouait ce virus. Et donc, on a ventilé des gens en réanimation. Il n'aurait pas fallu les ventiler. On aurait dû donner des anticoagulants, des anti-inflammatoires. Donc, voilà, on ne connaissait pas. Mais je n'ai pas eu peur du virus. Par contre, j'ai eu peur face, et je ne sais pas comment c'était au Québec,
Mais en France, en Belgique en particulier, puisqu'on parle le français, on est sensible évidemment à la culture qui est véhiculée par notre langue, mais en France et en Belgique, on a eu droit à un balai d'incohérences dans le discours de nos politiciens qui un jour disaient on met des masques, puis le lendemain on ne mettait plus de masques, et puis on ridiculisait les médecins qui voulaient en mettre, et puis on se rendait compte que les stocks n'avaient pas été faits, et puis après on s'est rendu compte qu'on nous mentait, et puis on s'est pris dans un débat sur comment traiter éventuellement cette infection. Alors on proposait la chloroquine avec l'azithromycine, et puis d'autres disaient qu'il ne fallait pas, et puis qu'on fallait, et puis on a interdit de la prescrire. Enfin, c'était du délire. Et là, moi, j'ai vu ma personnalité totalement happée avec mes peurs, les peurs qu'on a tous. Et je me suis énervé, et je dis non, ne rentre pas là-dedans. Mais en même temps, ne quitte pas ça, parce que tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose qui est interpellant, qui se produit là, mais regarde-le du point de vue de juste la conscience qui constate et qui voit ce qui est. Et on ne peut pas nier qu'il y a eu beaucoup d'incohérences, qu'il y en a encore, qu'il y a beaucoup d'inconnus, qu'il y a beaucoup de choses bizarres, et bon, sans tomber dans les théories du complot, il y a quand même beaucoup de choses bizarres. Mais d'un autre côté, même si on ne nie pas ça, il n'y a pas de raison de tomber dans les travers de la personnalité. Parce que là, alors, on perd son discernement, on perd sa justesse et on perd sa sagesse. On devrait plutôt alors se laisser inspirer, et je ne donne pas de leçon parce que le nombre de fois que je n'y suis pas arrivé, mais se laisser inspirer par la voix de la conscience, la voix de l'esprit, hein, le vrai esprit, le spiritus, et qui est ce silence, mais ce silence dans lequel il y a des réponses. Une réponse qui est pleine de bon sens, pleine de sagesse et de justesse. Enfin, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, Exactement. respirer et évidemment le voir que notre cerveau reptilien est à l'œuvre. Il sera toujours là parce que, évidemment, s'il y a un gros conflit, un gros drame qui survient, c'est sûr qu'on en aura besoin de ce Exactement. mécanisme de survie. Mais par contre, il n'est pas adéquat dans des situations où on n'est pas en péril directement, c'est ça? Les situations que j'appellerais de construction. Voilà. Or, justement, on a besoin pour construire d'avoir des visions, et si possible des visions justes qui soient reliées à la réalité telle qu'elle est et reliées aux lois de la vie telles qu'elle nous demande de nous ajuster avec elle. Et donc, il y a vraiment le besoin d'être dans cet espace de la conscience, de laisser la conscience nous inspirer, inspirer la personnalité, pour ne pas la laisser commander, cette personnalité, parce qu'elle, elle se perdra dans la réaction immédiate, mais qui ne construit rien, qui ne fait que réagir. Pour les gens qui, en terminant, mon cher ami, pour les gens qui vivent vraiment des épisodes anxieux, d'insécurité, euh, j'aime pas dire le mot prôner, là, c'est peut-être pas c'est pas le mot adéquat, mais qu'est-ce que tu suggères Ah, pour que ces gens-là reviennent à la paix intérieure, tout simplement? revenir à eux. Mais revenir à eux, c'est revenir à leur corps. Donc, évidemment, si nous avions une éducation déjà à l'école, beaucoup plus centrée sur ce corps, mais pas simplement dans la performance physique qu'on nous fait faire à la gymnastique et avec la compétition sportive, etc. Non, vraiment ce contact avec notre dimension corporelle, qui est la dimension la plus réelle, la plus incarnée. Le corps ne triche pas. Dans la pensée, on peut raconter tout et n'importe quoi, mais dans le corps, quand quelque chose est cassé, c'est cassé. Quand quelque chose est douloureux, c'est douloureux. Et du coup, ce contact avec le corps, on pourrait, puisqu'on ne nous l'a pas beaucoup appris, on ne nous a pas beaucoup encouragé à ça lorsque nous étions à l'école, on pourrait le redévelopper en tant qu'adulte ou jeune adolescent en pratiquant par exemple le qigong ou le yoga, qui sont des pratiques très porteuses parce qu'elles touchent justement à cette énergie du corps, elles sont tantriques. Et du coup, plus on aura une capacité d'être en contact avec cette dimension de l'être, dimension physique, moins l'anxiété, moins le tourbillon mental, les ruminations, etc., prendront de la place. Et dans des crises d'angoisse, il m'arrive, hein, j'ai connu il n'y a pas très très longtemps, j'attendais des nouvelles de quelqu'un qui les nouvelles n'arrivaient pas et j'ai commencé à me faire un scénario en imaginant une situation grave. Et du coup, j'ai senti de l'angoisse monter en moi. Et je me suis dit, non, non Thierry, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es plus du tout ici et maintenant, tu es dans un film. Et je suis revenu, je me suis ancré dans une posture que le Qigong apprend, hein, debout, les pieds
écarter, déverrouiller les genoux, descendre, respirer par le périnée, sentir le bas du corps, détendre la poitrine. Tout change. Quand on a cette présence physique à soi et au monde, tout change. On retrouve une forme de sécurité parce qu'on se sent vivant, on sent qu'il y a une matérialité, qu'il y a quelque chose de concret à quoi on peut se raccrocher, c'est-à-dire nous, en tant que corps. Et du coup, il y a le cerveau reptilien qui s'apaise vraiment. Et on peut commencer alors à avoir comment dire, un processus de réflexion qui n'est plus ruminatoire et qui tourne plus sur lui-même, mais qui ouvre des perspectives, qui donne des solutions et qui permet de sortir de ces projections angoissantes. Thierry Johnson, c'est toujours... On pourrait parler des heures, tu le sais. C'est tellement extraordinaire d'être avec toi. Merci beaucoup pour ce moment vraiment précieux passé avec toi. J'espère que, bon, malgré la situation qui prévaut en ce moment, qu'on se reverra très bientôt. On s'est vu Oui, dernièrement, là, je pense que c'est quoi, en septembre, octobre qu'on en s'est... octobre, hein, quand je suis venu, parce que Écouter le silence à l'intérieur était paru chez Guy Saint-Jean là, à l'automne, mais je reviendrai certainement quand le prochain livre, qui va s'appeler La posture juste, euh, Oh, comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et, et la nature. Mais, et donc, que je reviendrai certainement avec ce livre, puis peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler comme ça via la technologie. oui, ben oui, Et, absolument. et en tout cas, je suis vraiment content que tu te remanifestes comme ça. C'est bien, parce Oui, qu'on a besoin d'espace pour échanger, pour partager toute cette, cette énergie, cette information. Donc, merci. ah, ça me fait plaisir, mon cher. Il faut savoir qu'évidemment, à Radio VM, évidemment, ça a été fermé le temps de la pandémie et je reviens dans le grand studio à partir du 18 septembre prochain, donc en espérant qu'il n'y ait pas ce qu'ils appellent une deuxième vague. Et je trouve ça vraiment formidable, cette nouvelle manière de fonctionner aussi. Et Thierry, je ne sais pas si tu connais Virginie Meiglé. C'est une psychanalyste de la région parisienne, une femme vraiment extraordinaire et qui a une manière de penser qui est assez touchante, sensible et différente. Alors, elle va nous parler justement de l'étonnante fragilité. Alors, la semaine prochaine, on pourra sur YouTube l'entendre également. Et je te souhaite, mon cher, que le meilleur et surtout à tout bientôt. À tout bientôt. Pour tous ceux qui sont avec nous là, je leur souhaite pareil. Qu'on trouve une forme de connexion à ce noyau, à cette paix intérieure pour être inspiré et mener des actions les plus justes possibles dans ce chaos, parce qu'il y a un peu de chaos quand même autour de nous. Absolument. Merci, mon cher Thierry. On se parle dans 2 secondes.